Et je vais maintenant appeler Martin Landais à nous rejoindre pour la dernière séquence de ce programme. Un générique très impressionnant pour accueillir le boss, le patron des assurances au Trésor. Martin Landais, bonjour. Vous êtes subdirecteur des assurances au Trésor. Vous êtes celui qui gérait le rapport entre le pouvoir public, l'interface entre les pouvoirs publics que vous représentez et les métiers de l'assurance. On est dans un contexte de polycrise, comme on dit, de permacrise, disent aussi parfois les anglo-saxons. Comment est-ce que vous voyez ça de votre fenêtre de Bercy ? Effectivement, on est dans une situation inédite, enfin, je dirais inédite dans l'histoire récente, vous l'avez rappelé. Moi, je préfère polycrise parce que permacrise, c'est plus anxiogène. On peut espérer sortir d'une crise avant d'aller dans l'autre, alors que permacrise, c'est vraiment tout le temps. Et donc, bon, moi, ici, à l'Amrae, je vois les choses d'une façon, sous un jour favorable. Je me dis que le métier de gestionnaire de risque a de beaux jours devant lui. Oui, c'est sûr. Ceci étant dit, effectivement, on a traversé la plus importante crise économique depuis 1929 avec la crise du Covid. On a traversé une des crises énergétiques les plus graves, la plus grave depuis 1973 avec la guerre en Ukraine. Donc voilà, on tombe de Caraïbes dans Scylla. Et donc, devant cet horizon, qu'attend-on de l'État ? On attend tout de l'État. L'État, c'est le premier gestionnaire de risque. Il doit être à la hauteur pour répondre aux attentes des citoyens, des entreprises, pour relever les défis et puis pour aussi tracer des perspectives. Donc, qu'a fait l'État face à cette situation inédite ? Bon, on le sait tous, l'État, il a massivement soutenu l'économie. Il l'a massivement soutenu pendant la crise Covid. Je rappelle 80 milliards de subventions qui ont permis quand même d'accompagner 3,5 millions d'entreprises, d'éviter des phénomènes de chômage de masse, de défaillance en cascade d'entreprises. Donc l'État a agi extrêmement rapidement. Et je sais que c'est désormais loin, 2 ans, c'est... Mais je voudrais quand même qu'on se souvienne que les prêts garantis par l'État, ils ont été mis en œuvre en 1 semaine. Donc, je pense que voilà, ça a montré la capacité de réaction de l'État, qui n'est pas toujours ce qu'on met en évidence quand on regarde les médias, mais les meilleurs, si. Non, si, on avait mis en évidence aussi la formidable réaction du système bancaire, qui avait été quand même très coopératif. Exactement. Et puis, pour faire face à la crise énergétique, pour soutenir les entreprises face à la hausse, les hausses affolantes des prix du gaz et de l'électricité, l'État, il a mis en place un bouclier tarifaire. Donc ça, c'est le bouclier général qui vaut pour tous. Et puis, il a fait aussi, il a eu une approche plus ciblée sur les entreprises énergo-intensives, celles qui étaient le plus touchées par ces phénomènes. Et ça, on est quand même dans des montants de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc voilà, on a été présent, l'État a été présent, l'ensemble des services de l'État. Bon, pour autant, on voit bien que, on comprend bien que le quoi qu'il en coûte a été, comme le disait le ministre, la bonne réponse, et le président, la bonne réponse au bon moment. Le quoi qu'il en coûte, il peut pas durer éternellement. Et il ne peut pas durer éternellement parce que, aussi, on a besoin de retrouver des marges de manœuvre pour financer des investissements qui sont essentiels au renforcement de la nation. Dans ces investissements essentiels, il y a évidemment les investissements de décarbonation. On a un besoin massif de décarbonation de l'industrie et de l'économie française, et il faut retrouver des marges de manœuvre. C'est le sens et l'objectif du plan de maîtrise des finances publiques qui a été annoncé, avec un objectif de
faire passer le déficit public sous 3% en 2027 et d'infléchir la dette dès 2026. Retrouver des marges de manœuvre pour la décarbonation, c'est le sens du projet de loi réindustrialisation verte. Oui, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire. Voilà, qui a pour objectif précisément de mettre le paquet en termes d'autorisation, en termes de financement, de mobilisation de l'épargne, et notamment de l'épargne assurantielle, vers l'industrie verte. Et ça c'est extrêmement important. C'est extrêmement important puisque, effectivement, la lutte contre le changement climatique, c'est une priorité désormais universelle. Je voudrais juste indiquer que la lutte contre le changement climatique, c'est évidemment une dimension indépassable. Pour autant, on sait bien que même si tous les efforts sont faits et qu'on arrive à infléchir la tendance va de toute manière prospérer au moins pour un temps. Et donc il y a toute la question de l'adaptation au changement climatique. Ça a été évoqué d'ailleurs dans la table ronde précédente. Toute la question du financement de l'adaptation et de l'indemnisation aussi des conséquences du changement climatique qui sont un élément central. On l'a vu cette semaine, les annonces de France Assureur sur le coût énorme de 10 milliards d'euros en 2022 des sinistres climatiques en France. C'est en gros le niveau le plus élevé depuis 1999, depuis les tempêtes Lothar. Les grandes tempêtes de fin d'année 99. Oui. Exactement. On le voit très clairement dans les chiffres. On était en moyenne, en termes d'incidents climatiques, de sinistres, on était à 2 milliards par an, il y a encore une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est en moyenne, sur les 4-5 dernières années, à 4 milliards d'euros par an. La Caisse centrale de réassurance, la CCR, j'y reviendrai un peu après, si vous le souhaitez, et Météo France estiment que cette tendance, elle va se poursuivre. Et donc, on est à plus de 50% d'augmentation dans les 20 prochaines années. On ne baisse pas les bras et on ne perd pas espoir dans ce cadre-là, puisqu'on a su en France être inventif en créant en 82 un régime, un partenariat public-privé pour gérer les conséquences, c'est le régime CatNat. Je lui fais un peu de pub parce que créé en 82, il a eu 40 ans l'année dernière et je pense que c'était important de le souligner. C'est important de le souligner aussi dans cette enceinte parce que c'est un système quasiment unique au monde. Il y a 1 ou 2 pays en Europe et 1 ou 2 pays dans le monde qui ont un système de ce type où on a une association entre des assureurs et une réassurance publique de CCR, garantie de manière illimitée par l'État, qui peut permettre de financer des risques qui sont considérés comme inassurables, les séismes, les inondations, les mouvements de terrain, et offrir une protection, c'est ça l'objectif, offrir une protection contre ces sinistres aux citoyens, aux entreprises. Et donc, il y a deux choses. Il y a la protection face au changement climatique, et puis aussi la prévention, qui est un élément central, et que permet aussi ce régime. Donc, je pense que là-dessus, on voit qu'on sait être inventif, on sait inventer des partenariats. C'est aussi le cas, ça a été le cas d'ailleurs, pour revenir sur la crise de 2020, ça a été le cas, ce genre de partenariat, pour tout ce qui concerne la réassurance publique du crédit interentreprise, avec des dispositifs massifs qui ont poursuivi ceux qui avaient été mis en place en 2008, pour précisément refluidifier le crédit interentreprise. Et donc ça a été aussi clé. Mais je dirais que l'État garant, assureur en dernier ressort, c'est pas la seule manière pour lui de créer un mouvement et de tracer des perspectives. J'en veux pour preuve le risque cyber, où à la demande du ministre, on a mis en place au Trésor, on a piloté un groupe de travail sur comment faire en sorte que le cyber soit mieux assuré. Créer et ça, on l'a fait notamment avec l'AMRAE, avec l'ensemble des acteurs, assureurs et assureurs, en partant du constat qu'on est face à un risque qui est placé par tous les baromètres que vous regardiez. Et qui est presque incommensurable au sens étymologique du terme. Exactement. Et qui
malgré cette angoisse liée à ce risque que toutes les entreprises ressentent, n'était pas couvert par les assurances. Et donc, voilà, on s'est dit comment arriver à développer ce risque, à développer la couverture de ce risque. Développer ce risque. Oui, il y en a qui s'en chargent. Il le fait bien tout seul. Et donc, voilà, on a essayé de réfléchir à ça parce que c'est pas normal que ça représente 3% des cotisations, le risque cyber, c'est l'assurance risque cyber. C'est pas normal qu'il y ait moins de 1% des PME et des ETI qui soient couvertes, alors qu'on le sait bien, toutes vont à un moment ou à un autre être confrontées à une attaque. Donc voilà, on a essayé de réfléchir collectivement, parce que voilà, nous on pense le faire bien tout seul, mais je pense qu'on le fait mieux ensemble, avec encore une fois tous les acteurs, pour voir quelles pistes on pouvait proposer. On en a identifié 4 grandes. La première, c'est il faut clarifier le cadre juridique. Clarifier le cadre juridique, ça veut dire il faut clarifier les clauses, il faut qu'il n'y ait plus de clauses implicites, c'est-à-dire que l'assureur, il ne sait même pas s'il assure ou pas, et l'assuré, il ne sait même pas s'il est assuré ou pas. Donc c'est double peine. Il faut aussi clarifier, alors c'est un point qui a fait beaucoup de presse, c'est les cyber-rançons. C'est légal, c'est pas légal, etc. Bon. Nous, notre objectif, c'est que les risques soient couverts. C'est pour ça que ce qu'on a fait, et ça a été repris dans la loi d'orientation du ministère de l'Intérieur, c'est qu'on a dit, on a explicité le fait que vous pouviez, en tant qu'assureur, indemniser des cyber-rançons, mais en imposant des conditions, et les conditions, c'est que vous devez déposer des plaintes très rapidement. Et ça permet aussi, je reprends votre terme de incommensurable, ça permet aussi d'avoir de la donnée. Parce que on a vu un très grand assureur suisse expliquer qu'il fallait un partenariat public-privé sur le risque cyber, sinon ça ne marchait pas. Nous, ce qu'on essaye de démontrer, c'est qu'il y a une place possible pour l'émergence d'un marché privé de l'assurance cyber. Qu'à un moment ou à un autre, l'État il intervienne, que dans des situations compliquées, c'est évidemment. Mais partir du postulat, quand on ne connaît pas un risque, qu'il n'est pas assurable, voilà, c'était une situation qui n'était pas satisfaisante et qu'on a voulu creuser. Voilà. Il y avait 4 grands principes. Donc, et du coup, je ne vais pas pouvoir en oublier, j'aurais pas dû dire 4. Le deuxième, c'est qu'il faut mieux appréhender le risque. Et appréhender le risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les assureurs, il faut qu'ils fassent des reportings précis sur ce risque. Et donc, on a modifié le code des assurances pour ça. Il faut aussi, et c'est ce qu'on essaye de faire, créer un observatoire de la menace pour avoir plus de données. La troisième chose, c'est qu'il faut améliorer le partage du risque entre assureurs, réassureurs et puis entreprises. Comment on fait? Et bien ça, une des solutions, c'est pas l'ultima ratio, mais une des solutions, c'est la captive de réassurance. Voilà. Habilement amené. Bien amené, oui. Et la captive de réassurance, mais si vous voulez, je finis là-dessus et puis on y revient parce que c'est vrai qu'on n'a jamais vu un terme avec un hiatus aussi élevé entre quand vous parlez dans un dîner avec votre famille des captifs de réassurance, les gens vous regardent en disant il est étrange, il faut qu'il sorte de l'assurance. Et puis en revanche, dans le milieu de la gestion de risque, dans le milieu de gestion de risque, on sait que c'est un levier essentiel. Et on y reviendra donc. Le quatrième point, c'est les efforts de sensibilisation des entreprises. Parce qu'on voit qu'en fait, elles le craignent ce risque, mais elles ne l'appréhendent pas. Vous voulez dire sensibilisation en interne avec leurs salariés? Exactement, mais à tous les niveaux, chefs d'entreprise et tous les niveaux. Et ça peut passer par des référentiels de cybersécurité. On pense que c'est une bonne idée. Ça passe aussi par la simplification et l'harmonisation des questionnaires de cybersécurité que les assureurs demandent aux entreprises. De manière classique, quand vous voulez vous faire assurer, l'assureur il vous dit remplissez ce questionnaire. Ce qu'on a constaté, c'est que ces questionnaires, ils étaient souvent, c'était une montagne que beaucoup de PME et de TI ne franchissaient pas parce que c'était trop compliqué. Or, c'est la première étape, c'est la souscription. Et donc, il faut qu'on simplifie ça. Voilà. Donc, ça, c'est les 4 axes. Ces recommandations, leur mise en œuvre a commencé. Elle va se poursuivre. On a mis en place une task force dédiée avec l'objectif. L'objectif, il est clair, c'est de faire de la France la place de référence en Europe sur l'assurance du risque cyber. Voilà. Et puis... Pardon, est-ce qu'il y a des pays qui peuvent vous servir d'exemple et qui ont soit pris d'autres voies, contre-exemple, soit pris les mêmes et seraient plus ou moins en avance que nous? On en est où, si on fait un petit comparatif? En fait, c'est un risque qui est relativement peu assuré en Europe.
Ceux qui sont en avance, c'est les États-Unis, ce sont les Américains. Donc ça reste ceux qui, en termes de taille du marché, sont de loin les plus importants. Et il y a une courbe d'expérience à prendre chez eux? Oui, bien sûr. Après, dans un échange non naïf, mais évidemment, il y a des exemples à prendre en fait, typiquement pour ces assureurs-là, la manière dont qu'ils ont d'appréhender les risques en interne, de faire leur étude, de modéliser, parce que modéliser, c'est tarifé, et donc vous êtes au cœur du métier d'assureur. Donc oui, évidemment, il y a des exemples à prendre. Les captives. Pardon, mais quel bazar! Enfin, franchement, un amendement qui n'est pas assumé par le gouvernement et puis qui revient par la banque. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est vrai que j'aurais pu dire la route est droite mais pentue, mais la route était pentue et pas droite. Oui, voilà, c'est Raffarin plus compliqué. Bon, les captives, c'est effectivement c'est une durée de gestation qui a surpassé de loin celle de l'éléphant. Oui. Mais c'est un travail obstiné d'un ensemble d'acteurs qui pensaient que c'était un levier essentiel dans un marché de l'assurance qui se durcit énormément. Oui. Vous avez des augmentations de tarifs, bon, c'est la vie, mais vous avez aussi des refus d'assureurs. C'était un des sujets dans les précédentes journées, les années précédentes. Je veux dire, il y a 2 ans, 3 ans, on parlait beaucoup de ça, beaucoup. Et donc ça, pour quelqu'un qui pense qu'il est le boss des assurances, c'est pas une situation satisfaisante. Et le ministre avait été très clair sur la route à tracer. Donc, ce qui est agréable ici, c'est qu'on peut en parler de manière sereine, qu'on ne va pas avoir de cris d'orfraie sur les paradis fiscaux, etc. Puisque c'est un sujet qui est tellement compliqué, enfin qui est compliqué. S'il est compliqué, c'est que je l'explique mal, mais il peut être perçu très facilement comme un outil d'évasion fiscale. Et d'ailleurs, le fantasme de l'évasion fiscale. Quand on regarde les débats, beaucoup de députés, de sénateurs ont avancé cet argument. Oui. Ce qui est un peu paradoxal, parce que là, ce qu'on crée en France, c'est un système qui permet de garder la base taxable en France. Oui. Et puis surtout, pour nous, ce n'est pas un outil d'optimisation fiscale. Peut-être qu'à la marge, il y aura des gros malins qui y arriveront, mais pour l'ensemble, pour l'immense majorité, c'est quoi? C'est un outil de gestion des risques. Ouais. Un outil de gestion des risques avec un double effet. Déjà, il permet d'avoir des capacités d'assurance supplémentaires, de trouver de la capacité auprès de son assureur, et donc de ne pas se faire sortir du marché. Et puis aussi en termes de prévention, on en reparlait, c'est un peu le mot-clé quand même ici. En termes de prévention, mettre en place une structure de ce type, ça vous force à mieux connaître, mieux appréhender, mieux gérer les risques. Vous avez un management qui est plus investi par construction du fait de cette filiale captive de réassurance. Donc pour nous, c'était vraiment le double dividende. Une histoire compliquée, mais écoutez, qui se finit bien. Donc on s'en réjouit. Qui se finit bien, qui n'est pas encore totalement fini, puisque l'article 6 de la loi de finances pour 2023 met en place le cadre législatif. Oui. Derrière, il y aura des textes d'application. Quelques décrets d'application. Voilà, il y aura qui sont compliqués? Non. Non, il n'y a pas de loup. Il n'y a pas de loup. On a mené de premières consultations qui ont conduit à ce que dans la presse, il y ait quelques chiffres qui soient donnés, que je ne réfute pas. Donc ça va se faire. Et voilà, ce qu'on sent et ce qu'on avait senti et ce qu'on sentait depuis longtemps, c'est qu'il y a une forte demande, pas seulement des grands groupes, encore une fois, aussi du tissu industriel, d'ETI, de grosses ETI, qui voient ça. Qui sont capables de modéliser leur risque, de l'évaluer et donc de le cantonner dans une captive. Exactement, exactement. Et donc, si vous voulez, nous, ce qu'on voulait, c'est quoi? 3 choses. Une provision efficace. Ouais. Efficace, proportionnée, mais puissante. C'est-à-dire puissante, on n'a copié personne, mais on voulait être crédible. D'accord. Je crois que je suis clair en disant ça. Ouais, Le deuxième principe, c'était qu'on voulait viser les risques dont l'intensité était la plus volatile, parce qu'on ne voulait pas faire quelque chose ouvert de manière totalement arbitraire ou soumis juste à une signature d'un commissaire des assurances au fond d'un bureau parce qu'il était de bonne humeur le matin. Mmh. Donc, il fallait que ça soit... ça arrive? Moi, je ne sais pas, j'y suis jamais allé.
Donc il fallait qu'on ait des choses qui soient sur des risques comment on a fait pour sélectionner les branches? On n'a pas jeté les feuilles en l'air. Hein. C'est les risques les plus volatiles, l'intensité la plus volatile, les risques qui sont généralement les plus cédés en réassurance, et les risques qui ont connu le resserrement de capacité le plus important. Voilà. Et donc quand vous faites ça, vous avez le cyber, qu'on a fait rentrer dans le code des assurances, vous avez le dommage aux biens des professionnels, vous avez de la responsabilité civile, des pertes pécuniaires, des transports, et des catastrophes naturelles pour reboucler la boucle. Pas de classement par secteur, par exemple? Non, parce qu'en fait, on suit le subtil distinguo opéré par le Code des assurances, qui est c'est le Talmud. Hein, donc voilà. Pardon, je suis stagiaire. Ouais. Et donc voilà, on reprend des catégories qui sont identifiées et qui viennent aussi de normes européennes, Solvabilité 2. Et puis, justement, sur Solvabilité 2, le troisième principe, c'est d'avoir une métrique qui soit relativement simple, c'est-à-dire comment vous calculez le plafond de provision. Une métrique qui soit simple pour éviter les effets que des gens soient tentés d'aller un peu plus loin en provisionnant un peu plus que nécessaire. Donc il fallait quelque chose qui soit simple à calculer pour les commissaires aux comptes, pour le superviseur des assurances. Et donc pour ça, on s'est basé sur une métrique de solvabilité 2, c'est le minimum de capital requis, désolé pour la poésie, qui est simple à calculer et qui donc permet d'avoir quelque chose qui soit réplicable. Si certains amis européens trouvent que c'est une bonne idée, ils pourront éventuellement la prendre. Bon, quand vous expliquez ça dans vos dîners, on vous garde? Pas encore. Pas encore, oui, il y a un peu de travail. Vous avez sûrement fait des projections sur le rapatriement de grandes captives qui avaient été créées par des grands groupes depuis très très longtemps d'ailleurs, parfois. Est-ce que vous pensez que ces captives vont revenir en France et vont précisément augmenter la base taxable? Enfin, le discours, depuis le départ, parce que on peut facilement sortir de ces rails, c'est développer un outil de gestion en France. Que certains le trouvent intéressant et souhaitent le développer alors qu'ils étaient développés ailleurs, tant mieux. Mais on n'est pas du tout dans une logique... Il n'y a pas d'objectif de rapatriement Enfin, il n'y a pas de logique de concurrence fiscale. On est sur un outil de gestion des risques. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il est puissant, il est relativement simple, on souhaite qu'il se développe. Et puis, par la force de l'exemple, peut-être que quelques grands groupes qui s'étaient égarés au-delà de la frontière souhaiteront la repasser. Et c'est ce qu'on souhaite. Est-ce que tout ça ne donne pas un peu un alibi à des compagnies d'assurance qui se disent, après tout, favorisons les captives et gardons les risques les plus simples? Je crois que les assureurs, comme nous tous, ils ont une vie compliquée en ce moment. Hein. Donc, je ne crois pas qu'il y ait ces tentations. Je crois que eux aussi sont dans des conditions où les capacités, c'est leurs fonds propres, et ils ne les inventent pas, leurs fonds propres. Hein. Faut qu'on leur donne. Et donc, ils sont aussi dans cette logique de rechercher des solutions innovantes, des solutions de partenariat. Donc, je pense que les captifs de réassurance, quand on parle à beaucoup de grands réassureurs, ils regardent ça d'un œil plutôt intéressé. Ils vont regarder comment ça se met en place, comment ça va impacter les contrats en tant qu'appériteur. Et voilà, mais je pense que globalement, encore une fois, ni concurrence fiscale, ni concurrence d'un système de captive versus assureur-assureur. On sait bien qu'on a besoin de toute la capacité. On sait bien qu'on a besoin de la mobilisation de tout le monde, y compris en dernier ressort de l'État, pour que ça fonctionne dans un moment qui est quand même extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. L'assurance a traversé, est encore dans un moment très, très compliqué, je reprends votre terme. La vie, par exemple, a été un secteur un peu fracassé par la baisse des taux et même les taux négatifs. Ça va mieux? Oui, je pense que la remontée des taux a permis quand même de redonner de l'air, puisque effectivement, on était... une situation de taux négatif, c'est quand même une situation de science-fictionnelle pour le secteur financier. Donc, je pense qu'effectivement, la remontée des taux, elle fait du bien. Après, elle a d'autres conséquences. Elle a des effets aussi à contrôler pour les assureurs, mais disons que dans l'ensemble, ça a quand même permis de donner de l'air à un secteur qui commençait à s'essouffler, puisque vous viviez dans la vie, hein, vous évoquiez la vie, vous viviez sur des rendements de fonds général, de fonds en euros, qui étaient alimentés par des obligations des années 90 qui servaient bien. Et puis au fur et à mesure, ça s'essoufflait. Et donc,
si les taux étaient restés à ces niveaux-là, dans 5-10 ans, il n'y avait plus d'argent dans les caisses. Oui, c'est pas bien. Et ça, c'est pas bien. Non. Et là, on y échappe. Et là, on y échappe. Donc, je pense que c'est la normalisation. Alors, la normalisation, en tout cas sur la partie taux d'intérêt, c'est une chose qui est positive pour le secteur financier. Et probablement de long terme, parce que l'inflation va durer. Bon. Exactement. Très bien. Et bien, c'est une note positive. Et on finit par ça. Merci beaucoup, Martin Landais. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous. Ainsi se termine cette première après-midi de débat des rencontres de l'AMRAE. Et donc, bonne soirée. À très bientôt. Merci.